nouvelle invitée, Perrine Bétain, designer culinaire. Merci beaucoup Perrine d'être sur le plateau de la Radio des Ours, dans l'igloo plutôt de la Radio des Ours. Perrine, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire comment tu en es venue à faire ce métier de designer culinaire qui est quand même une pratique un peu méconnue? Alors bonjour à tous, merci de me recevoir déjà. Effectivement, je suis designer culinaire à Chamonix depuis maintenant 3 ans et je viens de me lancer il y a 3 mois à plein temps, donc je fais ça tout mon temps en ce moment. J'ai commencé premièrement par une formation en design d'objets à Lyon et c'est une pratique qui m'a énormément plu, mais j'arrivais pas à me retrouver. J'avais pas assez de lien avec le vivant en fait. Et j'avais l'impression de reproduire des objets et des objets et des objets pour cette société de consommation. Et en fait, ça m'a un peu frustrée à la fin de ces études-là. Et j'ai cherché un lien un peu plus proche avec le vivant et j'ai trouvé cette formation en design et culinaire, donc à Reims. C'est un master où on travaille vraiment le design, où on a une approche design, donc graphique, espace, objet, donc ce qu'on appelle du design global, mais toujours en lien avec le monde de l'alimentation. Parce que manger, c'est aussi être au monde, comme je le disais tout à l'heure. C'est aussi une manière de comprendre certaines choses. Et je pense que l'alimentation est une vraie question aujourd'hui. Sur le manger local, on entend beaucoup de choses sur le bio, sur le vegan, sur tous ces termes-là. Mais il n'y a pas que ça. Manger, c'est pas non plus que se nourrir, mais c'est aussi ingérer des émotions, pardon. Et en tant que designer, j'avais vraiment envie de réfléchir là-dessus, avec une approche de design sur différentes thématiques et principalement sur des thématiques environnementales, mais pas que. Et comment du coup cette pratique elle se traduit concrètement? Tu fais beaucoup de choses en rapport avec le territoire dans lequel on est, les montagnes, la forêt. Est-ce que par exemple tu peux revenir sur ce que tu as proposé hier soir dans le cadre de la Nuit des Ours, avec ce qui avait été d'ailleurs cueilli un peu plus tôt lors des ateliers cueillettes? Donc effectivement, je travaille beaucoup sur le paysage alpin parce que je suis revenue à Chamonix du coup après le Covid et j'ai eu beaucoup de temps pour m'immerger dans tous les écosystèmes de la vallée de Chamonix, notamment la forêt, les glaciers, les alpages, tout ça. Et pour moi, c'était une vraie réflexion en tant que designer de travailler sur tout cet aspect environnemental et protection de nos écosystèmes. Et donc, j'ai réalisé le premier projet d'immersion culinaire qui était sur la forêt, qui était Manger la forêt, avec le festival Artocène, où j'avais dressé une table en forêt et on mangeait vraiment le message scientifique à travers des textures, des goûts, des couleurs, des plantes, du vivant. Et effectivement, hier soir, j'ai voulu proposer une de ces dégustations-là, donc pour rester vivant, à la buvette de Bérard, où on a travaillé avec Marine, qui tient la buvette, où on a proposé un apéritif où chacun venait construire ses sols, les strates des sols de la forêt, pour comprendre que ce n'est pas uniquement une masse compacte, mais que c'est une masse qui est structurée de manière verticale, avec une vraie vie souterraine, qu'on appelle du coup la faune des sols, la pédofaune, qui va, elle, permettre de faire circuler tous les éléments, l'eau, l'azote, tous ces éléments-là qui vont faire vivre aussi la forêt. Et donc, il y avait 4 préparations qui représentaient les 4 strates. Et est-ce que ta pratique, ton travail, c'est justement pour recréer ce lien qui est un peu parfois perdu entre ce qu'on mange et la nature directement? Là, tu parles du concept de manger la forêt, c'est pour faire prendre conscience de ça finalement, de qu'on peut manger finalement ce qui est devant nous, devant nos yeux. Alors oui, mais pas que. Pour moi, c'est surtout en fait un biais de sensibilisation à mieux regarder les écosystèmes, mais sans être moralisatrice, parce que j'en avais un peu marre d'entendre dire vous êtes en train d'abîmer notre environnement, mais sauf que si on ne le comprend pas et qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas le protéger, on ne peut pas le respecter. Et l'objectif pour moi, c'était vraiment d'expliquer, comme on l'a appris à l'école, mais de le réexpliquer d'une autre manière, d'une manière plus sensible et plus poétique à travers des dégustations. Et c'est effectivement en expliquant le fonctionnement qu'on regardera mieux les écosystèmes par la suite.
Aussi, c'est assez rare de pouvoir manger en milieu extérieur. Enfin, souvent, on mange plutôt dans des espaces du chez-soi ou alors dans des restaurants ou en pique-nique au maximum, on va dire. Mm. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de manger dans l'environnement, même en termes de forme et de mise en place? Ça crée aussi un large spectre de créativité. Bah, effectivement, bon, déjà, on a les aléas avec la météo, c'est un peu le stress, mais en tant que designer, on travaille beaucoup la scénographie. Et là, pour moi, la scénographie, c'est la nature, et la nature, elle est déjà tellement immense et elle donne déjà tellement un message important et puissant. Que pour moi c'était passionnant de créer des expériences en immersion dans la nature et surtout pour être en connexion, pour avoir des temps de silence, pour entendre le vent, pour entendre les crissements des arbres, pour entendre les oiseaux, la faune, la flore qui bouge. Et ça, pour moi, c'est déjà une immersion. Au lieu de rajouter un fond sonore ou un fond vidéo ou de fabriquer encore des objets pour faire une scénographie. Pour moi, déjà, la nature parle d'elle-même. Et vu que c'est mathématique... Et tu le disais, tu étais designeuse d'objets avant d'être designer culinaire. Qu'est-ce que t'apporte ce biais justement culinaire de la nourriture dans ta pratique et dans le fait de faire passer des messages? Déjà, je sors du matériau uniquement retravaillé par l'homme. J'ai fait mon diplôme sur la cueillette sauvage. Et déjà, d'avoir un accès au sauvage d'une manière directe avec un vrai savoir et savoir-faire. Hein. Il faut savoir que pour la cueillette sauvage, il faut quand même avoir un savoir et un savoir-faire. Mais pour moi, c'était un matériau magnifique à travailler. Et du coup, le fait de travailler le culinaire, c'est vraiment ingérer un message. Et au final, quand on est designer d'objets, on passe un message à travers des matériaux retravaillés par l'homme. Et là, pour moi, la cuisine passe déjà beaucoup de messages. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. On peut reformuler après ce que tu viens de dire, mais c'est aussi la nécessité d'aller plus loin que fabriquer un objet qui en lui-même... parce que comme l'architecture, la pratique du design, il y a quelque chose, même si c'est très créatif aussi, d'assez autoritaire finalement, mais pas forcément au sens négatif. Mais on va choisir par exemple la manière dont une personne va se déplacer dans un espace, rien que par le choix qu'on fait de la forme d'un couloir. Exactement. Identiquement pour un fauteuil, la manière dont le dossier va être incliné, ça impose à la personne comment elle va supporter son corps. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire réinteragir ce qui est extérieur dans ce que toi tu crées. Par exemple, tu vas créer des objets qui sont des supports. Par exemple, pour avoir participé à une dégustation à Artocène, pour présenter des tuiles, simplement qui sont des objets plutôt légers à manger, tu les avais mis sur un bloc de bois, simplement scindé, on va dire tous les 2-3 cm. Et ça, voilà, y a aussi une forme dans la manière aussi de prendre les aliments ou de les déguster. Et aussi de partager un même plat, par exemple. Ouais, exactement. Donc, comme tu parlais de la fonctionnalité des objets, qui vont induire un positionnement, une position du corps par exemple. Là, c'est plutôt j'induis des manières de manger. En fait, je casse les codes de juste manger à table avec une assiette et des couverts à telle heure de la journée. Là, déjà, je casse les codes aussi du temps. On mange souvent à des heures, genre à 10h ou à 16h ou à 15h. Donc, je casse les horaires du repas et aussi je casse les codes de la manière de manger. Par exemple, je vais utiliser des pailles où je vais fabriquer des contenants particuliers pour manger sans couvert, pour manger avec les mains, où je vais fabriquer aussi des types de couverts pour manger de telle manière. Mais ça apportera toujours un message. Je me posais une question par rapport à ta pratique qui, justement, tu parlais de sensibilisation. Et puis manger, ça concerne tout le monde. Apprendre et comprendre aussi. À la fois, ce que tu proposes, c'est par le biais d'événements, comme là, de festivals, etc. Quelle serait ta manière? J'imagine à l'avenir, tu aimerais aussi que ça touche beaucoup plus de gens. Oui. Est-ce que, par exemple, des lieux comme des marchés, proposer des expériences, mais de but en blanc, enfin, je veux dire, t'es là et tu proposes une expérience, mais t'as un stand, ou alors aller même dans des écoles, fabriquer avec eux des objets pour réinventer comment on mange, ça t'intéresse? Prévu, du coup. En fait, déjà ces événements, pour moi, c'était la première manière de communiquer mon idée.
Ces événements-là, ils sont que entre 10 et 15 personnes. Déjà, on va dans les écosystèmes, donc l'objectif, c'est pas de ramener 30 personnes sur un sol de forêt à le piétiner pendant 1h30. Donc ça me limitait déjà. Mais c'est prévu que j'aille dans une école, donc en résidence en tant que designer, où on va travailler sur l'observation des écosystèmes et on va fabriquer avec les élèves tout au long de l'année des outils, des manières de réfléchir, aussi des textes pour qu'ils choisissent bien leurs mots. Enfin voilà, ça va intégrer beaucoup de choses. Et j'ai pas envie de rester que dans l'événementiel parce que mon travail il est très large. Il va s'adresser à tout un chacun. Et donc, j'ai envie aussi d'aller ailleurs. Ouais. Et on vit sur un territoire ici à Valorcine et en vallée de Chamonix qui est quand même bouleversé par le changement climatique. On le voit à vue d'œil, notamment sur les glaciers, sur la fonte des glaciers. C'est là aussi un sujet que tu as déjà travaillé en tant que designer culinaire. Oui, effectivement, on a travaillé avec Takeshi Minagawa, qui est le sous-chef du Matafan, qui est le chef avec qui je travaille beaucoup. On a travaillé sur l'élaboration du coup d'un nouveau schéma sur les glaciers, où c'est en fait une sorte de boîte à pique-nique. Donc j'ai revisité le pique-nique, donc on est en immersion sous les glaciers, donc on est toujours à vue du sujet. On n'est pas sur les glaciers parce que voilà, j'ai pas les autorisations, mais et les capacités d'emmener un groupe, mais on est à vue du glacier, on est assis au sol, donc on ressent aussi les vibrations du sol, le vent, etc. Et je racontais en 7 dégustations comment se forment les glaciers, comment ils disparaissent, pourquoi ils disparaissent, quel est le vivant qu'il y a sur et dans les glaciers aussi. Voilà, je racontais de tout ça à travers différents temps de dégustation et j'ai envie d'aller plus loin en parlant du coup sur des prochains événements des lacs de montagne qui sont aussi des écosystèmes très fragiles. J'ai aussi envie de parler des alpages. En fait, j'ai envie de parler de plein de choses sur le paysage alpin, mais du coup, les schémas vont suivre et j'aurai d'autres événements bientôt. On vous invite à déguster si vous croisez, en tout cas, à un moment ou un autre, le travail de Perrine Bétain. On est sûr, en tout cas, j'en suis sûre. Je suis sûre que ça vous marquera comme expérience, déjà de par sa forme. Et voilà, merci d'être venu au micro de la radio. Merci beaucoup Perrine. On peut peut-être rappeler juste où les gens peuvent voir ton travail, peut-être sur Instagram, parce qu'on leur a décrit ce que tu faisais, mais peut-être que visuellement ils peuvent avoir un aperçu aussi sur tes réseaux sociaux. Oui, effectivement, du coup Instagram c'est Eco, EKOW Studio. Petite parenthèse, Eco ça veut dire morceau de bois en patois savoyard. Le bois qui est un matériau qui est beaucoup utilisé par le designer et aussi qui fait partie de notre paysage naturel de la forêt. Et j'utilise beaucoup de patois savoyard dans mes titres pour revenir aux origines des choses. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site bétainperrine.com. Merci beaucoup Perrine d'être venue sur le plateau de la radio des ours. On poursuit notre émission, on ramène un peu de chaleur dans notre igloo. On écoute Bébel Gilberto sur le 90.7 FM.